et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier petit plan de ce nouveau vlog slash update lecture. On est le lundi 29 décembre et je viens vous voir parce que j'ai lu pas mal de choses, donc je pense que c'est le moment de vous faire déjà un petit point et alors je vous prendrai encore dans le courant de la semaine pour le suivi habituel de mes lectures. Alors ça s'est un petit peu accumulé. Voilà ce qui a été lu. Alors, il y a des choses que vous avez vues, d'autres pas encore. Je vais commencer peut-être par les BD, c'est ce qu'il y a de plus encombrant. Alors, j'ai continué la série Les Sœurs Grémillet. J'ai lu le 5e tome, Les Trois Souhaits. C'est fait par Di Gregorio et Barbucci. Aux éditions Dupuis, c'est une petite saga dont je vous ai déjà parlé parce que c'est le tome 5, donc obligatoirement je vous en ai déjà parlé. Et j'aime beaucoup cette petite série où on va suivre trois sœurs qui sont vraiment adorables. Et ici, je savais pas, mais le hasard fait bien les choses parce que ça se passe à Noël. Donc j'ai dévoré cette petite BD hier soir. C'est tout mignon, tout choupinou, c'est plein de bons sentiments. On a les sœurs qui préparent Noël, elles ont des cadeaux pour tout le monde, mais elles ont oublié de se faire des cadeaux entre elles. Et elles vont essayer de trouver le cadeau parfait pour leur sœur. Et voilà, on va suivre cette aventure qui est vraiment adorable, mignonne à souhait. Donc voilà, je vous recommande encore une fois cette série parce que c'est vraiment très chou. C'est un petit moment cosy, plein de douceur. Dans un autre registre, j'ai lu ceci. Donc ça, c'était un de mes cadeaux de Noël. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, je vous mets le petit ici en haut. C'est donc Hercule Poirot, drame en 3 actes aux éditions Paquet. C'est une des 2 BD que j'ai reçues. Je vous montre un petit peu les planches à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc le principe, je pense que vous le connaissez parce que d'office je vous en ai déjà parlé aussi, ce sont les romans d'Agatha Christie qui sont adaptés en BD. Donc ici on a drame en 3 actes, on a une enquête faite par Hercule Poirot, ça semble logique vu que c'est indiqué ici en super grand. Donc on va avoir une série de meurtres, un premier meurtre va se produire. On pense que c'est un accident et en fait une personne émet un doute comme quoi ce serait sans doute un meurtre et on ne prend pas au sérieux cette personne jusqu'au moment où il y a un deuxième meurtre qui se produit dans les mêmes circonstances et là évidemment le doute n'est plus permis et Hercule Poirot va entrer en scène et mener sa petite enquête. Voilà, c'est très agréable de découvrir aussi les titres de Agatha Christie via le format BD. En tout cas moi j'apprécie beaucoup. C'est une collection, il y en a plusieurs, ils sont ici à l'arrière. J'en ai déjà une dizaine je pense et je prévois de tous les acquérir parce que j'aime vraiment beaucoup ces ouvrages. Ensuite j'ai lu ceci qui était mon livre plutôt de l'Avent que vous avez vu passer dans mes vlogmas si vous les avez regardés. C'est donc le roman maudit de Franck Tillier. Le principe est simple, il y avait des pages attachées, jointes, qu'il fallait séparer et on avait quelques petites pages, un chapitre à lire, en tout 24. C'est un livre qui était à commencer le 1er décembre, à terminer le 24 et on suivait comme ça cette histoire au jour le jour. J'ai bien aimé. Alors c'est fait par Ozu, c'est les éditions Ozu et c'est un titre qui s'adresse à la jeunesse. Donc ça se présente comme ça, vous voyez, il y a quand même beaucoup de dessins. Il n'y a pas énormément de choses à lire et j'ai trouvé ça très sympa en fait finalement de suivre cette histoire au jour le jour. J'ai bien aimé le principe, j'ai bien aimé aussi l'histoire et j'ai bien aimé le style, la façon de faire, d'avoir ce récit avec beaucoup d'images. C'était très plaisant même pour un adulte, je trouvais ça sympathique comme tout. Dans ce récit, on va suivre Naël qui le 1er décembre va découvrir un carnet qui justement est relié avec un fil. Donc c'est le principe aussi du livre de l'Avent. Il y a un chapitre à ouvrir chaque jour et très intrigué par ce récit, il va découvrir la partie consacrée au premier jour et en fait il va se rendre compte que ce carnet en fait c'est un genre de journal intime qui a été rédigé par Léo, un jeune garçon qui a été enlevé il y a maintenant 1 an de cela.
Naël est vraiment très intrigué et chose aussi surprenante et étrange, il va constater que cette journée, le 1er décembre, va se répéter en continu. Donc il va revivre cette journée continuellement et on est sur ce genre d'histoire. Donc il y a la thématique de l'enlèvement, il y a la thématique du roman de l'Avent, enfin pas vraiment du roman, du carnet de l'Avent. Question de la temporalité avec ce jour qui se répète continuellement. Disparition, enlèvement d'enfants, un mal caché qui guette. Ça va parler d'amitié, ça va parler de famille, ça va parler d'accidents également. Donc ça aborde quand même pas mal de thématiques. C'était intéressant, j'ai bien apprécié. J'avoue qu'au niveau de la fin, j'ai pas été surprise parce qu'à un moment donné, je me suis doutée. Quelque chose m'a mis la puce à l'oreille et ça s'est vérifié, c'est ça qui était prévu pour la fin. Donc le dénouement ne m'a pas vraiment surprise. Après, ça m'a pas plu, pas déplu. Je m'attendais à peut-être quelque chose d'autre, mais finalement, en y réfléchissant, je me dis c'est un livre qui s'adresse aussi à de la jeunesse, pas un public adulte. Donc je comprends le choix et sans doute que cette finalité surprendra plus peut-être des jeunes lecteurs plutôt que des adultes qui ont sans doute déjà vu ce schéma dans d'autres romans, dans d'autres récits. Mais c'était vraiment très sympa de découvrir ce livre découpé du 1er au 24 décembre. J'ai bien apprécié le concept et si ça se refait encore l'année prochaine, je pense que je le referai parce que c'était vraiment très plaisant de découvrir son petit chapitre chaque jour. Donc voilà. J'ai lu Le Château des Nuages. Le, le Château de Hurle, c'était le précédent. C'est de Diana Wynne-Jones. C'est aux éditions Inis. Ceci est le second tome. J'ai lu le premier tome lecture commune et j'ai refait la même chose avec le second tome et c'était vraiment sympathique. Alors, c'était étrange, surprenant et sympathique. Surprenant et étrange parce que, en fait, dans les 3 premiers quarts, cette histoire n'a aucun rapport direct avec le premier tome. Étant donné que c'est une trilogie, je m'attendais à ce que le lien avec le premier tome soit présent, si pas dès les premières pages, au moins dans la première partie du récit, ce qui n'est pas le cas. Ça arrive vraiment très tard. Donc j'ai été un peu surprise par cet aspect-là. Le lien se fait vraiment dans les dernières pages. Donc voilà, si on espère retrouver l'ambiance et les personnages du premier tome, eh bien il faut attendre vraiment très très longtemps. Ici, dans ce second tome, durant les 3 quarts du roman, on va suivre un jeune garçon qui se nomme Abdallah, qui rêve d'une vie luxueuse, d'une vie fastueuse, d'une vie très différente de la sienne. C'est un marchand de tapis. Et il va rencontrer un jour une jeune fille dont il va tomber amoureux et malheureusement pour lui, cette jeune fille va être enlevée par un djinn qui enlève un petit peu les princesses partout aux 4 coins du royaume et des royaumes. Donc Abdallah va décider de partir et essayer de la retrouver pour la sauver. Il va pour ce faire être aidé, accompagné par un homme qui est un ancien soldat qui va l'accompagner dans cette aventure et il y aura aussi un tapis un peu spécial qui va également les accompagner. Donc je ne vais pas plus loin dans le résumé, mais en gros, on est dans une ambiance qui m'a fortement rappelé Aladdin. J'avais l'impression un petit peu de relire cette histoire. Ça fait très Nuit d'Arabie, Conte des Mille et Une Nuits. On est dans cette atmosphère, donc moi j'ai bien apprécié parce que ça m'a vraiment rappelé le dessin animé Aladdin. C'est pour ça que j'ai pas été dérangée de pas retrouver tout de suite les personnages et la continuité du premier tome qui arrive, hein, mais vraiment tout à la fin. J'ai bien aimé cette ambiance désert, cette ambiance tapis volant, cette ambiance avec des djinns, avec des génies aussi. C'était vraiment très sympa. J'ai passé un bon moment. C'est une lecture qui s'est lue assez rapidement étant donné qu'on avait un découpage qui était prévu pour 5 jours. J'avoue que j'ai un peu débordé parce que j'avais pas eu le temps de respecter les jours. J'avais pas fini certains chapitres, donc je me suis rattrapée. Ça a pris, je pense, 1 semaine pour que je le clôture complètement. Mais c'était vraiment très sympa et j'ai hâte de poursuivre. Et je suis très curieuse de savoir ce qui va se passer dans le 3e tome. Du coup, est-ce qu'on va directement attaquer avec les personnages
du premier tome, ou est-ce qu'on va de nouveau se retrouver dans un schéma comme celui-ci avec de nouveaux personnages? Je ne sais pas. La lecture du troisième tome est prévue en janvier, je ne sais pas encore quand exactement, je vais voir avec la personne avec laquelle je compte faire cette lecture commune. On verra bien quand ça nous arrange aussi d'attaquer le troisième tome, et ça fera du coup une trilogie découverte et lue en moins. C'est toujours sympathique. Donc voilà pour celui-ci. Moi j'ai bien apprécié, un petit peu moins que le premier tome, mais vraiment un poil moins. Ensuite, une lecture audio que j'ai faite, c'est celui-ci, Le passager sans visage de Nicolas Beuglet. C'est aux éditions XO. Et c'est la suite. Donc d'abord il faut lire le dernier message. Dernier message que j'avais lu il y a longtemps. Ça, c'est une trilogie qui met en scène le personnage, donc une inspectrice qui s'appelle Grace Campbell. Dans la précédente trilogie de Nicolas Beuglet, on avait une héroïne qui s'appelle Sarah Göringen, si je me rappelle bien. Et ici, on est avec Grace. Je me souviens plus ou moins du premier tome, et c'est vrai que j'avais attendu très longtemps avant de poursuivre cette trilogie, et je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison, c'est parce que il y a plein de livres à lire et on ne sait pas tout lire en même temps, tout simplement. Et ici, je sais pas, j'ai eu très envie de retrouver la plume, les écrits de Nicolas Beuglet, que j'apprécie énormément, et j'ai dévoré cette lecture. Je l'ai faite en audio, mais je pense que ça n'a rien changé parce que même si je l'avais faite en papier, ça se lit tout seul, c'est vraiment addictif. Moi j'aime bien cette façon de faire. Alors oui, il y a un petit schéma un petit peu répétitif, on change de personnage, mais on reste dans un schéma qui est proche de la trilogie précédente, mais avec moi ça fonctionne. Je m'attendais à avoir ce genre de choses, donc ça ne m'a pas dérangé du tout, et j'ai vraiment très hâte de lire la suite, de poursuivre du coup, parce qu'à la fin il y a une grosse surprise et j'ai super hâte de continuer du coup et voir ce que ça peut donner. En fait, dans ce récit ici, dans cette histoire, important, il faut d'abord lire comment il s'appelle, le dernier message. Il faut d'abord lire celui-là avant de se lancer dans celui-ci, c'est important. Parce que ici, on va se lancer dans la découverte de l'histoire de Grace Campbell, qu'on avait un tout petit peu effleuré dans le premier tome. Et c'est un personnage qui a des blessures, qui a été traumatisé, qui a des secrets, qui est très mystérieux. Et ici, en fait, on fait la découverte de tous ces mystères, de tous ces secrets. Et c'était vraiment très sympa. J'ai bien apprécié découvrir en fait l'histoire de Grace. C'est des sujets très difficiles, sachez-le. Ça va parler d'enfants et de choses horribles qui arrivent à des enfants. Voilà, vous pouvez imaginer du coup un petit peu de quoi il est question. Donc si vous, vous êtes trop sensible, sachez-le. Ne vous lancez peut-être pas dans ce récit, ou alors faites-le en sachant ce qui vous attend. Moi j'ai bien apprécié parce que c'est addictif, c'est prenant, c'est haletant, c'est un très très bon thriller. Le récit se dévore, c'est bien fait, il y a des actions qui s'enchaînent, il y a des rebondissements. J'ai bien apprécié la découverte de l'histoire de Grace, ce qui a permis de se sentir plus proche de ce personnage, de mieux la comprendre par rapport aussi à ses réactions dans le premier tome. Je vais pas aller plus loin, je vais pas trop vous en dire pour pas vous donner trop d'informations, mais sachez juste que moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié, et j'ai très hâte de lire le troisième tome. Je pense que je vais le faire dans le courant du mois de janvier, parce que j'ai envie de clôturer, et comme je vous l'ai dit, il y a cet élément à la toute fin, à la dernière page, qui m'a donné super envie de poursuivre pour voir ce que ça peut donner. C'est vraiment génial. C'est une super idée d'avoir fait ça, donc j'ai très envie de voir ce que ça peut donner. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Si vous avez déjà lu du Nicolas Beuglet, je pense que vous voyez un petit peu le style que c'est. Et si vous avez jamais lu et que vous cherchez un thriller vraiment sympa, addictif, plaisant, qui se lit tout seul, qui est intéressant, je vous le recommande. Mais en sachant qu'il faut commencer dans l'ordre, donc il faut d'abord lire Le Cri, qui est le premier tome de la trilogie précédente. Voilà. On va poursuivre avec des lectures qui m'ont moins emballée, malheureusement. Alors,
j'ai terminé celui-ci. Alors je suis contente parce que c'est un livre qui fait partie, on est toujours dans le courant de l'année, qui fait partie de mon challenge 25 livres pour 2025. Donc ça fait un en moins, il m'en reste 3 à lire. C'est donc Les dragons marchent sur les nuages aux éditions Plume Blanche de Marielle Carroscio. Livre magnifique que j'avais été chercher à Mons. J'ai reçu un joli marque-page et j'avais aussi fait dédicacer ce livre. Et c'est vrai qu'au vu du résumé, ça me donnait super envie et malheureusement, j'ai été un petit peu déçue par ce titre parce que c'est très très lent, c'est très contemplatif en fait. Il n'y a pas énormément d'action et moi je m'attendais à quelque chose qui bouge avec des dragons, avec des créatures comme ça, avec des créatures mythiques et, euh, et fantastiques. Je m'attendais à quelque chose de plus épique et en fait non. C'est assez plat, c'est contemplatif, on va suivre en fait un personnage qui s'appelle Bo Long. On va suivre ce personnage dès son enfance. En fait, c'est un orphelin qui a été recueilli par un homme qui lui-même avait déjà un fils et qui forme des nécromanciens. Euh, il est lui-même un nécromancien et il instruit des jeunes pour le devenir. Donc il instruit son fils et il va prendre ce jeune garçon également sous son aile et va commencer également son apprentissage, son instruction par rapport à ça. Et au départ, les deux enfants s'entendent très bien, ils s'aident, ils se soutiennent. Bolong, il est un petit peu méprisé par les domestiques de cette famille, de cette maisonnée, mais il est très reconnaissant envers cet homme, ce maître qui s'appelle je ne sais plus comment, qu'il a recueilli, qui lui a donné l'opportunité de entrer dans sa famille et de commencer son apprentissage. Donc il s'accroche, il ne dit rien, il est très très assidu concernant son enseignement, l'enseignement qui lui est donné. Et petit à petit, on sent qu'il y a quand même des jalousies qui commencent à arriver parce que il est très assidu et on sent qu'il a des... En fait, que ses efforts payent et que son maître du coup est vraiment très fier de son élève. Un petit peu moins peut-être par rapport à son fils, même si c'est son fils qui a cette image, hein, mais il se sent un petit peu dénigré par rapport à Bolang. Donc il y a des petites tensions qui commencent à arriver, il y a des jalousies qui commencent à arriver, jusqu'au moment où il y a un événement qui va faire que il y aura une cassure qui va vraiment apparaître nette et définitive. Et on va suivre le récit après cette cassure. J'essaie de pas trop vous en dire non plus parce que sinon je vais vous raconter toute l'histoire. Donc on va suivre Bolong qui nous raconte son histoire. Et en fait j'en attendais beaucoup plus, vraiment beaucoup plus. Surtout que j'ai bien aimé cette thématique de la nécromancie, des nécromanciens, que j'ai trouvé pas assez développée, à peine effleurée. Bolong va aussi rencontrer un autre nécromancien. Euh, on va voir aussi la relation qu'il va y avoir entre ces deux hommes qui va se construire petit à petit. Et c'est pas ça que je voulais. Voilà, en fait, c'est tout simplement ça. C'est pas que ce livre m'a déçue parce que c'est pas ça que je voulais lire. Je m'attendais pas à ce genre de récit. Je m'attendais pas en fait à la tournure que ça a pris. Cet élément très contemplatif, j'avoue que quand je lisais, ça se lit très bien, hein. La plume est très accessible et fluide, ça se lit bien, mais à un moment donné, je lisais, et j'attendais qu'il se passe quelque chose. À un moment donné, il se passe quelque chose, je me dis c'est bon, ça démarre. Et en fait, non, ça ne démarre pas. À la fin, il y a quelque chose qui se passe, il y a des actions qui reviennent, mais ça reste assez plat finalement. Il n'y a pas cette explosion que je m'attendais, que je voulais avoir. On passe beaucoup de temps avec les personnages, dans leurs pensées, et on s'attache plus au côté relationnel entre ces personnages. Il y a un aspect romantique qui va apparaître aussi. En fait, j'ai eu l'impression de lire une histoire d'amour, et moi, c'est pas ça que je voulais.
C'est pas ça que je voulais du tout. Je savais pas, que ça allait être aussi présent. Rien l'indiquait vraiment, dans le résumé parce qu'on nous indique entre manipulation, jeu de charme, mythe et mensonge. Voilà, voilà ce dont il était question dans le résumé et c'est ça que je voulais avoir. Alors certes, il y a tout ça, mais il y a des choses qui prennent plus de place parce que, par exemple, tout ce qui est l'univers, la thématique en rapport avec les nécromanciens et les sinistères qui sont, un genre de duo qui fonctionne, dans cet univers, c'est très peu exploité. On passe très peu de temps là-dessus. En ce qui concerne les dragons, c'est très peu présent aussi malheureusement. C'est pas assez abouti. Je voulais beaucoup, beaucoup plus ou alors il fallait que ce livre s non, non, j'allais dire il fallait que ce livre soit beaucoup plus long, mais en fait non, parce qu'il fait 324 pages, 25 pages et moi j'ai trouvé ça un petit peu long parce que je trouvais ça trop, monotone, pas assez rythmé, il me manquait des choses, il me manquait vraiment des choses. Donc je suis assez, triste et déçue de pas avoir apprécié cette lecture. Je pense pas, c'est pas une lecture qui est mauvaise, je pense juste que je ne suis pas le public pour cette lecture tout simplement, parce que moi je voulais autre chose. Je m'attendais à de l'explosion, et c'est pas ça que j'ai eu. Si vous voulez, une lecture, plus, poétique, contemplative, ambiance asiatique avec de la romance, qui se construit, lentement, eh bien, il est parfait. Mais moi, c'est pas ça que je voulais lire, c'est pas ça que j'attendais. Et enfin, l'autre déception, malheureusement, c'est celui-ci. C'est Le Château des Trompe-l'œil de Christophe Bigot. C'est aux éditions La Martinière. Très joli livre, hein, voilà, il se présente comme ça, avec un jaspage. Et vous voyez, si vous ouvrez, ça a été découpé. C'est un trou. C'est un trou. Et on a cette illustration derrière, donc vraiment très jolie. C'est un livre très joli, très beau, qui fait presque 350 pages, qui se lit très bien et très vite aussi. On a des petits chapitres courts et des illustrations en noir et blanc assez régulièrement dans le récit, donc ça apporte quelque chose, c'est très plaisant. Donc ici, on est en, je ne sais plus, 1837. À la baie du Mont Saint-Michel et on va suivre Baptiste qui arrive dans un château, dans une vieille demeure à la demande de son propriétaire afin de faire un état des lieux et aussi dicter ses dernières volontés parce que cette personne est mourante. Il arrive et il sent que c'est une ambiance un peu spéciale, un peu étrange, il n'est pas très à son aise. Le personnel est assez mystérieux, assez angoissant. Il est censé passer quelques jours là, donc on lui présente sa chambre. Et lui, il se met au travail tout de suite et il commence cet inventaire et il souhaite aussi rencontrer la propriétaire des lieux en question. Et là, on lui refuse parce que apparemment la personne n'est pas en assez bon état de santé pour le recevoir. Donc à chaque fois qu'il demande pour être reçu par la propriétaire, à chaque fois on lui donne la même réponse, à tel point qu'il se demande si cette propriétaire est encore en vie ou si elle est déjà malheureusement décédée et que tous les membres du château, du personnel, font croire que cette personne est toujours en vie pour maintenir leur statut et une illusion par rapport à ça. Il va commencer à faire des recherches et à enquêter un petit peu de son côté. Voilà pour le résumé. Je vais pas aller plus loin et de nouveau, c'est pas ce que je voulais lire malheureusement. Moi, je m'attendais à une ambiance gothique, c'est le cas. Donc ça, c'était un bon élément. Je m'attendais à des mystères, à des secrets par rapport au château, peut-être des choses légèrement hantées, des vieilles légendes. Je sais pas, quand je voyais le château des Trompe-l'œil, je m'attendais à quelque chose de très mystérieux. Et mystère il y a, mais par rapport à une thématique qui, moi, ne m'a pas vraiment intéressée.
De nouveau, je ne suis pas le public pour cette lecture et plusieurs fois, je me suis dit que j'allais l'arrêter. Et finalement, je me suis dit non, continue. En plus, il n'est pas très long parce que j'espérais un retournement de situation qui allait aller dans quelque chose qui m'intéressait. Et ça tourne autour du passé de cette propriétaire qui est une baronne. On va, nous raconter son histoire, donc ça fait très, récit historique. Au niveau de la plume, c'est assez particulier parce qu'on a l'impression de lire un récit des années 1800 justement. Donc il y a des tournures de phrases, ça m'a pas vraiment dérangé d'avoir l'impression d'être retournée en arrière au niveau de l'écriture de la plume. Ça fait vraiment, un classique, comme si on lisait un classique, ce qui n'est pas dérangeant à mon sens, mais vraiment, j'ai trouvé ça assez long, assez lent de nouveau, malgré le fait qu'il y a très peu de pages. Ça va tourner autour de, la Révolution française. Quand on va nous raconter l'histoire de cette propriétaire, de cette baronne qui a vécu à cette époque, qui a vécu plein de choses d'ailleurs, sa vie était intéressante, mais en fait j'avais l'impression de me retrouver à l'école et de suivre un cours d'histoire un petit peu monotone et un petit peu barbant malheureusement. J'ai pas accroché, j'ai pas été emportée et pourtant j'aime beaucoup, hein, les récits historiques. C'est pas quelque chose qui me rebute habituellement. J'apprécie énormément ces thématiques. J'ai lu pas mal de livres historiques et j'en ai plein, j'en achète plein parce que ça me plaît beaucoup. Mais ici, la mayonnaise n'a pas prise malheureusement. Je suis très déçue aussi de ne pas avoir apprécié cette lecture, mais d'un autre côté, voilà, ça arrive et je suis contente d'avoir sorti ce titre de ma palle. Ça n'a pas marché, ça arrive, ce n'est pas grave. J'ai continué cette histoire vraiment pour le principe de vouloir le terminer, mais honnêtement, j'ai voulu abandonner plusieurs fois parce que je me disais non, ça m'intéresse pas, je m'ennuie un petit peu dans cette lecture malheureusement. Au final, le dénouement, eh bien, c'est... Oui, je comprends en fait le dénouement et je comprends par rapport à ce titre en fait, le trompe-l'œil. Je vois maintenant ce dont il est question. C'est de nouveau très rattaché au personnage et je pense que ça plaira à plein de monde, mais moi, c'est pas ça que je voulais lire et c'est pas les thématiques que je voulais avoir non plus. Je voulais quelque chose de hanté, de gothique, de frissonnant et on tourne autour de l'humain plutôt, des personnages, euh, de l'âme humaine. Et c'est pas ça que je voulais, tout simplement. Donc je pense que c'est un rendez-vous manqué, ça arrive. Si vous cherchez ce genre de thématique, eh bien il est là, sans doute qui fera son petit effet par rapport aux personnes qui sont en recherche de ce genre de lecture. Voilà, alors c'est pas super concluant ce que j'ai lu pour l'instant, n'est-ce pas? Heureusement il y en a un ou deux qui sauvent les meubles. Bon, le passager et le château dans les nuages, j'ai beaucoup apprécié, mais en fait c'est kiff-kiff, on va dire. De déception et de bonne lecture. Le roman de l'avant, je le mets entre guillemets à côté, je l'inclus pas vraiment dans ce classement parce que voilà, c'était une petite lecture détente, jeunesse, etc. Je vais vous faire maintenant un petit point sur mes lectures en cours. Alors j'ai démarré et bien entamé ceci, qui est donc Meurtre et Carrot Cake de Johann Flux. C'est les enquêtes de Anna Swenson. Ça fait un petit moment que je vous ai plus parlé de ce petit cosy mystery, que je n'avais plus lu ce petit cosy mystery. J'ai eu envie. C'est le dernier qui me restait dans ma palle. C'est le numéro 9. C'est édité chez Le Cherche Midi et depuis, je pense qu'on est déjà au 14e ou au 15, donc il y a du pain sur la planche. Moi, il me restait celui-ci dans ma palle. J'ai eu très envie de le sortir et j'ai lu plus de la moitié actuellement. Ça se lit tout seul, ça se dévore. Je suis vraiment ravie de retourner à Lake Eden, ou à Eden Lake, et Lake Eden, je pense que c'est dans ce sens-là, de retrouver Anna. Je vais le clôturer pour cette semaine, je pense, et je vous ferai le petit résumé quand je vous retrouve plus tard. Oh, sinon, je suis toujours dans celui-ci, donc Curious Tides, de Pascal Lascelles. J'arrive, où suis-je? Je suis ici.
j'ai pas beaucoup plus avancé. Je l'ai un petit peu mis en pause pour lire Le Château dans les nuages et pour lire Les dragons ne marchent pas sur les nuages, pour avancer dans une lecture commune qui était prévue et dans un challenge que on est le 29, il me reste 3 livres à lire. Voilà. Vais-je réussir? Vais-je réussir? Je ne me fais pas d'illusions. Dites-moi si vous vous faites des illusions ou pas. Ou sinon, je suis toujours dans, évidemment, le manoir des filles perdues. Ça avance doucement mais sûrement. Je suis toujours dans ma lecture audio de Salem. Là, j'ai avancé. Je suis à 60%, je pense, de cette lecture, presque 70%, me semble-t-il. Et sinon, j'ai commencé un nouveau livre, mais pas n'importe lequel, vu que j'ai pioché un livre de mon challenge 25 livres pour 2025 et j'ai lu 35 pages, je pense, de celui-là. Je vais pas vous dévoiler le titre maintenant, je mets un petit peu de suspense. Je sais, c'est pas cool, mais je vous en reparlerai dans mon prochain petit plan pour vous. Vous devrez pas attendre longtemps. Ça prendra quelques minutes et vous aurez le mystère qui vous sera dévoilé. J'ai démarré et ça me plaît bien pour l'instant. Donc voilà, je vais un petit peu l'avancer. Cette semaine, je l'aurai pas fini parce que c'est un livre qui est quand même assez épais. Je crois qu'il fait 400 ou 500 pages et c'est écrit assez petit. Donc d'office, je sais que je l'aurai pas terminé d'ici la fin de la semaine, mais je reviendrai pour vous en parler quoi qu'il en soit. Je pense que je vais vous laisser ici. J'ai 2-3 livres à vous montrer. J'ai des tout petits achats que j'ai faits. J'ai craqué. Était-ce nécessaire au vu des cadeaux de Noël que j'ai reçus? Bien sûr que non. Est-ce que ça m'a fait du bien? Oui. Voilà, ça s'équilibre. Mais comme ça fait un bon moment là que je vous blablate, je vais vous présenter ces petits achats dans un prochain plan. Voilà, de nouveau, je vous laisse avec un suspense insoutenable ou presque. Je vais vous laisser ici et je vous dis à plus tard pour la suite du petit vlog.
retrouve un peu plus tard dans la semaine et nous sommes le 1er janvier aujourd'hui. Donc je vous souhaite une très belle année, plein de bonnes choses, de belles lectures, une bonne santé, beaucoup de joie et de bonheur pour vous. Et je reviens aussi pour un petit peu papoter parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Je vous avais dit dans un plan précédent, si je me souviens bien, que j'allais vous montrer des petits achats, ce qui est exact. Et je suis aussi passée en bibliothèque il y a quelques jours et je vous ai pas montré ce que j'ai ramené, donc je vais faire ça aussi. Bien entendu, je vais également vous parler de l'avancée de mes lectures et de certaines lectures que j'ai terminées. Donc on a pas mal de choses à dire, allons-y. Je vais démarrer avec les emprunts bibliothèque et j'ai pris beaucoup de choses. Je sais pas si j'aurai le temps de tout lire dans le temps imparti, donc on verra bien, mais j'ai pris tout d'abord ceci, qui est donc Eilis, l'épée de la liberté de Valérie Guinaud. C'est aux éditions... C'est caché. C'est aux éditions Rajo. Je n'ai vu ce titre nulle part. Je ne sais pas du tout si c'est récent ou pas, mais vu le livre, à mon avis, non, c'est pas si récent que ça. Il a l'air d'avoir déjà vécu 2007. Je connais pas du tout. Ça avait l'air sympathique. Il est indiqué ici... quand la vie rejoint la légende, ne voyez-vous pas le chemin du vent et de la pluie? Ne voyez-vous pas les chaînes qui se heurtent? Ne voyez-vous pas la mer fouetter la terre? Ne voyez-vous pas le soleil se hâter dans le ciel? Ne voyez-vous pas les étoiles tomber? Ne voyez-vous pas le monde en danger? Le monde en danger. Il n'y a rien de plus. La couverture me semblait sympathique, c'est jeunesse, donc c'est écrit assez gros, ça peut se lire assez rapidement, il y a un peu plus de 400 pages, donc je l'ai pris, on verra bien ce que ça donne si j'ai le temps évidemment de le découvrir. Ensuite j'ai pris ces deux-là qui sont le tome 1 et le tome 2 si je ne me trompe pas, c'est ceci. Petits livres, ils sont pas très gros. C'est donc Andoris, le passageur. On a le coq et l'enfant et on a le journal et le serpent. C'est aux éditions Lynx. Voilà, ils sont pas super gros. Je me suis dit que j'allais prendre le 1 et le 2. Comme ça, je peux clôturer cette duologie si j'ai le temps. Ça nous dit: la dévoreuse se tient au centre du tourbillon. Ce ne sont plus des pleurs, ce sont des cris, des morceaux d'âme que l'on arrache et qui produisent ce son. Dressée au milieu des ombres, la silhouette est un spasme de lumière qui se contorsionne dans le courant comme si on le torturait. Je lutte comme un forcené pour l'atteindre et soudain, je crève la bulle. Au centre du cyclone, le courant se meurt et disparaît pour rugir à l'extérieur de nous. C'est une histoire de fantôme, apparemment. On a Matteo. On a sa mère qui a aidé une dizaine de fantômes à trouver le repos. Matteo ne pouvait pas deviner ce qu'il hériterait du pouvoir de sa mère. Donc maintenant, c'est à lui de remplir ce rôle. Mais il est contraint de lutter contre un Truchal. Truchal OG. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est une âme affamée. Donc on est dans ce genre de choses, ça me tente pas mal. Je vais lire le premier tome et on verra bien si c'est sympa et du coup, si oui, j'ai la suite pour pouvoir poursuivre. Alors j'ai également emprunté Hazelwood de Mélissa Albert. C'est ici aux éditions Milan. Jolie couverture. Toutes les histoires ne se terminent pas par « ils vécurent heureux ». C'est ce qui est noté au début. C'est aussi un livre plutôt jeunesse qui peut se lire assez rapidement. Il n'est pas excessivement gros. On est sur un livre qui fait 370 pages environ. Ça fait plusieurs fois que je vois ce livre passer et c'est vrai qu'à chaque fois il m'intrigue. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle et j'avoue que là j'ai pas vraiment envie de lire de vous lire le résumé en fait, mais vous pouvez avoir tout ça toujours parce que je vous mets les liens vers Amazon dans la description. On dit juste ici: ne t'approche sous aucun prétexte d'Hazelwood. Ces quelques mots laissés par la mère d'Alice juste avant son enlèvement scellent à tout jamais le destin de la jeune fille. Ça me rappelle aussi un autre titre de V.I. Schwab, Galante, qui aussi commence comme ça, mais on va voir ce que ça va donner ici. On change de registre, j'ai pris ceci de
Heider, Fétiche. Je n'ai jamais lu ce ou cette autrice, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, c'est aux éditions Presse de la Cité. À l'arrière, il est mis « Et si la folie était ce qu'on pouvait leur souhaiter de mieux ?» C'est une nouvelle enquête de Jack Caffery. Donc ce n'est pas la première enquête de toute évidence. J'espère que je pourrai suivre et que je vais pas tomber en plein milieu de quelque chose. De Nico Takian, j'ai pris Toxique qui a remporté le prix des lecteurs en 2018. Apparemment, il est pas mal du tout, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Alors, elle aime saboter la vie des autres, elle n'éprouve aucune empathie, elle poursuit un but, elle est toxique. Voilà ce qui est mis à l'arrière. J'ai pris un autre titre de cet auteur, me semble-t-il. On va voir ça en continuant la petite pile. Oui, le voici. Le voici, j'ai aussi pris Celle qui pleurait sous l'eau, aux éditions Kalman Levy. Ah, j'ai du mal aujourd'hui, désolée. Un petit thriller aussi, me semble-t-il, qui fait 240 pages. Alors, qu'est-ce qui est mis? Si Clara n'avait pas aimé cet homme, elle serait toujours en vie. Qui rendra justice à celle qui pleurait sous l'eau? Voilà les petites phrases d'accroche. J'ai prolongé celui-ci, c'était un emprunt précédent, donc Meurtre pour rédemption de Karine Gibel. C'est un énorme pavé. Je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de le lire cette fois-ci. J'ai pris ce petit titre également, donc de Yann R. MacLeod, Poumon vert, aux éditions Le Bélial. Cette collection, j'aime bien. J'en ai déjà lu quelques-uns. C'est avec cette petite collection que j'avais découvert La Maison des Jeux de Claire North d'ailleurs. Donc, à voir ce que celui-ci peut donner. Je n'ai pas lu le résumé. Je l'ai vu et je me suis dit tiens, j'allais tenter. Donc il y a celui-ci aussi. J'ai pris un Maxime Chatham qui est Le coma des mortels, aux éditions Albin Michel. Ça fait longtemps que j'ai plus lu du Maxime Chatham. Donc je pense que ça peut être sympathique de replonger et ça se lit généralement bien. Si je ne me trompe pas, c'est un one-shot et ça fait pas partie d'une saga, d'une série, si j'ai fait attention avant de le prendre, me semble-t-il. Et alors j'ai reprolongé celui-ci qui est donc L'énigme des Foster de Robert Goddard, que je n'avais pas eu le temps de lire avant ça, aux éditions Sonatine, parce qu'il me tente toujours autant. Et sinon, j'ai encore pris Une chose, qui est un recueil de nouvelles de Karine Gibel, si je me souviens bien, qui est dans le salon. Que j'avais l'intention de commencer mais qui n'est pas encore commencé. Donc voilà, ça c'est pour ce que j'ai emprunté à la bibliothèque. Il y a 1000 fois trop évidemment, à mon avis j'aurais pas le temps de tout lire, de tout découvrir, mais au moins j'ai du choix. Donc voilà, ça c'est pour la partie bibliothèque. Ou sinon, pour mes lectures effectuées, j'ai lu ceci, qui est donc Les Sœurs Grémillet, le tome 6. J'ai lu le tome 5, je vous en ai parlé juste avant. J'ai eu envie de continuer et j'ai lu La Villa des Mystères, c'est aux éditions Dupuis. Et c'était toujours aussi choupinou. On va suivre ces trois sœurs qui arrivent sur une île où va se dérouler le mariage d'une amie de leur maman. Et la plus grande des sœurs n'a vraiment aucune envie d'être là. Elle n'a pas envie de passer ses vacances sur cette île à fêter un mariage. Et du coup, elle se rebelle un petit peu. Elle va faire équipe, elle va en tout cas se rapprocher de la fille de cette dame qui va se marier. Elles ont toutes les deux le même âge, donc elle délaisse un petit peu ses deux sœurs pour passer du temps avec la fille de cette dame et elles vont se lancer dans un petit jeu de piste à travers la propriété et c'était sympathique comme tout à nouveau, c'est très plaisant. Je vais pas vous en parler 3 heures, mais c'était vraiment très chouette. Donc voilà, petite BD de lu. Oh, sinon, j'ai également lu Minuscule, le 3e tome. Petit manga adorable que j'aime vraiment bien. C'est très plaisant de suivre ces petits personnages qui sont tout petits. Les dessins sont adorables. On a ce genre de petites choses. Ici, il va se passer des petits événements assez... avec un petit peu d'action. C'est moins cosy que dans le 1 et le 2. Il y a quelques histoires où il y a davantage de choses qui se passent, mais ça reste toujours très doudou, avec des bons sentiments, avec des petits personnages agréables. On a des petites choses comme ça, avec de la nourriture aussi, avec des
des petits commerces qu'on va découvrir autour de la nourriture, du textile, ce genre de choses. Enfin, c'est sympathique comme tout. J'ai passé un très très bon moment avec cette petite lecture. J'ai encore le tome 4 qui est ici à la maison et j'aimerais bien le lire dans la foulée, dans pas trop longtemps. Et sinon, j'ai terminé ceci qui est Meurtre et Carrot Cake de Joanne Flux et les enquêtes de Hannah Swenson, le 9e tome de la série. C'est aux éditions Le Cherche Midi. Comme prévu, j'ai dévoré cette lecture, ça se lit super rapidement. Il fait 300, un peu plus de 300, presque 390 pages. Et voilà, j'ai dévoré. On retrouve Anna. Et il y a une grande réunion de famille qui est prévue par Lisa. Lisa qui est une collègue, une aide, une amie de Anna. Et du coup, il y a plein de membres de cette famille qui se rassemblent. Il y a plus d'une centaine de personnes. Et lors de cet événement, il y a un homme qui va arriver, un homme qui s'appelle Gus. Et apparemment, cet homme avait quitté la ville et tout quitté, en fait, quitté sa famille à l'âge de 18 ans. Il avait pris ses affaires, il était parti et il n'avait plus jamais donné signe de vie. Et là, il revient avec une belle voiture, avec des bijoux, avec un costume qui coûte et il annonce sa réussite à sa famille. Et c'est un personnage pas super agréable, il est assez hautain en fait. Et un peu plus tard dans la soirée, eh bien Anna va le retrouver mort, poignardé, et elle va démarrer son enquête. Donc voilà, on est sur ce genre d'histoire où c'est à chaque fois un schéma qui se répète, hein. Mais moi j'aime bien, c'est plaisant. En plus ici, ça faisait longtemps que j'avais plus lu de Hannah Swenson. Je pense que le dernier titre que j'ai lu, c'était sans doute l'année passée, peut-être même en hiver l'année passée, je me souviens plus. Mais en tout cas, ça fait longtemps et j'ai eu beaucoup de plaisir à replonger dans cet univers, à retrouver les cookies d'Anna, les personnages. C'est très plaisant. Donc c'est confortable, c'est agréable. Je n'ai plus de titre de Joanne Flux, donc il faudra que j'aille un jour ou l'autre me chercher le tome 10 et 11, peut-être comme ça j'en ai déjà un ou deux sous la main pour quand l'envie me prendra de poursuivre. Voilà, ça c'est pour mes lectures faites jusqu'à présent. Ou sinon, j'ai avancé dans ceci, Curious Tides. J'ai un petit peu plus avancé parce que je suis ici. Je vous montre, où est mon marque-page? Ici. Donc j'ai lu tout ça, je suis à la page 257, bon j'ai encore de quoi faire, hein, j'arrive à peine à la moitié, mais j'ai quand même avancé. Ça prend quand même un petit peu son temps, j'attends de voir, parce que ça a commencé avec un événement assez fort au début, et là ça stagne un petit peu j'ai l'impression, donc je vais voir par la suite, mais ça se lit bien, donc c'est pas encore dérangeant, je vais poursuivre. Ou sinon... Qu'y a-t-il d'autre? J'ai continué le livre Saule de Brume, qui est toujours dans le salon. J'arrive à plus ou moins 100 pages. Je suis à 70 ou 80 pages, quelque chose comme ça. Et j'aime vraiment beaucoup. Là, on suit une jeune fille qui est une orpheline qui va être secourue par un homme et qui va l'emmener dans son domaine, le domaine qui s'appelle Saule de Brume. Et c'est un univers intéressant qui me plaît pour l'instant. Cette jeune fille a une capacité parce qu'elle voit des fantômes. Apparemment, c'est quelque chose qui est assez rare, ça court pas les rues. Donc là, elle arrive auprès de son nouveau sauveur protecteur parce que elle vivait chez une femme qui recueillait des enfants, enfin qui était payée pour les garder et qui les traitait excessivement mal, qui leur donnait pas à manger. Bref, c'était une catastrophe. Et lors d'un contrôle, entre guillemets, ils ont constaté que voilà, il y avait des soucis. Et cette jeune fille a été emmenée à sa demande, à elle aussi, hein, par cet homme. Et là, elle découvre un autre univers, et parce que cet homme est, je sais plus s'il est amiral ou quelque chose comme ça, capitaine. Et c'est pas le même mode de vie, hein. Il vit dans une bâtisse très grande, très luxueuse. Il a lui-même 3 enfants qui voient pas d'un très bon œil l'arrivée de cette petite fille qui est pauvre, qui est orpheline, qui arrive un petit peu comme un cheveu dans la soupe. Et on poursuit cela, donc ça me plaît bien.
Sinon, bah, dans le manoir des filles perdues, j'ai un petit peu plus avancé aussi, mais pas énormément. Là aussi, je pense que j'arrive presque à la centaine de pages, mais c'est un livre qui fait aussi quasiment 500 pages, je pense. Celui-là, il fait 500 pages, me semble-t-il, un petit peu plus. Donc voilà, ça avance lentement mais sûrement. Et dans ma lecture audio, ça je peux vous le montrer, elle est ici en haut. C'est donc Salem de Sandra Trinam aux éditions Plume Blanche. J'ai avancé parce qu'il me reste plus que ça. Je suis à la page 321, il y en a 420, 430. Donc j'arrive à la fin petit à petit. C'est sympa, il y a des petites choses qui me dérangent, mais l'histoire globalement est sympathique. Donc je vais continuer et j'espère terminer, à mon avis pas cette semaine, si pas pour la clôture de ce vlog slash update lecture, mais j'ai bon espoir pour le prochain. Voilà, ça c'est pour le petit point lecture en cours. Sinon, eh bien, mes petits achats que j'ai faits, je vais vous montrer ça. D'abord, je me suis trouvé en plus des petites choses sur Vinted qui sont arrivées, donc je vais vous les montrer. Il y a tout d'abord ceux-ci, donc qui sont des titres de Karen Maitland. Il y a la malédiction du Norfolk et on a la suite avec les âges sombres. J'ai vu passer cette série qui a été conseillée par je ne sais plus qui. C'est une saga historique qui apparemment vaut la peine et ces titres ne sont plus édités, donc on peut les trouver que en seconde main. Et ici j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé le 1 et le 2 pour je sais plus, c'était peut-être 5 € le tout, je ne me rappelle plus, mais c'était vraiment pas cher. Donc je me demande même si c'était pas 3 € pour les deux tomes. Donc j'ai foncé et je suis curieuse de découvrir cela. J'ai également trouvé celui-ci qui est La dernière reine de Grèce, le 3e tome qui clôture la saga de Claire North, étant donné que j'ai lu le premier tome que j'ai adoré, j'ai le second tome à lire et j'aimerais enchaîner avec le 3e. Je l'ai trouvé aussi pour beaucoup moins cher en édition reliée pour continuer à être assorti dans la collection que je possède. J'ai le 1 et le 2 en relié, donc c'était logique que je prenne le 3 en relié. Et voilà, comme ça je peux continuer et découvrir cette saga dans son entièreté. Et dernière chose que j'ai pris sur Vinted, c'est celui-ci. Ainsi vient la nuit de Alison Saft aux éditions Big Bang. Il est très joli. De Alison Saft, j'ai lu un titre et ça n'a pas été une franche réussite. J'ai aussi j'ai 2 de ses autres titres. Parce qu'à chaque fois les résumés me tentent bien, donc je voudrais tester quand même celui-ci et les 2 autres que j'ai encore dans ma palle. C'est donc la chasseuse et l'alchimiste et À l'ombre des eaux troubles. Et celui qui n'avait pas été une réussite, c'était Un si fragile enchantement. Ici, j'espère être agréablement surprise. Voilà, il y a un petit jaspage, le livre est vraiment magnifique. Et au pire, si j'aime pas, c'est pas très grave vu que je l'ai trouvé en 2e main. Donc, j'ai pas mis tous mes sous pour ce livre neuf. Alors, au niveau des achats neufs, plusieurs petites choses et tous des poches. Ouais, tous des poches. Je me suis pris celui-ci, qui est donc Le silence des noyés de Gabriel Katz. Un tout fin petit livre. Il fait 180 pages. Donc vraiment pas très gros. Alors c'est le résumé qui va donner envie. On dit au nord de l'Écosse, quelques heures avant Noël, une voiture roule à tombeau ouvert sur une route déserte des Highlands. Au volant, Scott, héritier et mouton noir d'une grande lignée de la noblesse anglaise, se dirige à contre-cœur vers le manoir familial. Au détour d'un virage, une autostoppeuse apparaît seule dans la nuit. La jeune femme mystérieuse et mutique sera sa passagère, mais aussi la première étrangère à passer les fêtes dans cette famille figée dans les traditions. Un grain de sable dans les rouages d'une vieille machine. Voilà, ça se passe aux alentours de Noël, enfin ça se passe à Noël, donc j'ai encore espoir de pouvoir le sortir dans les jours prochains. Sinon, je me suis pris du Ragnar Jonasson. Ça faisait aussi un petit moment que j'ai plus lu cet auteur. J'ai pris L'île aux secrets, qui est le second tome de La Dame de Reykjavik, cette trilogie que j'ai envie de continuer parce que j'avais découvert La Dame de Reykjavik. Était-ce l'année passée ou l'année d'avant ?
Je me souviens plus et il est temps de continuer. Donc je me suis pris le deuxième tome et j'ai également pris celui-ci qui est 10 âmes, pas plus. Ça, je pense que c'est un one-shot, si je ne me trompe pas. En tout cas, j'espère. Donc je me suis dit que ça pouvait toujours bien passer. Les livres de Ragnar Jonasson, ça se lit bien, ça se lit rapidement, c'est très fluide. Et j'ai aussi pris La Gouvernante de Jo Fielding. C'est aux éditions Michel Lafon Poche. Je ne sais pas ce que ça peut donner, j'ai eu envie de tester. On nous dit, malgré son travail prenant d'agent immobilier, Jodie Bishop donne toujours la priorité à sa famille. Mais quand son père devient trop vieux pour s'occuper de sa mère, atteinte de la maladie de Parkinson, elle n'a d'autre choix que d'embaucher une gouvernante. Douce et prévenante, je vais éternuer, je suis de retour. Douce et prévenante, Elise Woodley, une veuve sexagénaire, est l'employée parfaite. Jusqu'au jour où elle coupe toute communication avec Jodie. Qui est cette femme? Que veut-elle? Et surtout, jusqu'où est-elle prête à aller pour parvenir à ses fins? Je pense que ça va être un petit peu ambiance La femme de ménage, mais on verra bien. Ou sinon, la suite. J'ai envie d'essayer cet auteur qui est Luca Di Fulvio avec Le Gang des rêves. Il y en avait plusieurs et je pensais pas que c'était aussi gros comme pavé. C'est un livre poche qui fait 940 pages. Je sais pas quand je vais le sortir. On était à New York. En cette tumultueuse année 1920, pour des milliers d'Européens, la ville est synonyme de rêve américain. C'est le cas pour Setta Luminita, une Italienne qui, du haut de son jeune âge, compte bien se tailler une place au soleil avec Christmas, son fils. Dans une cité en plein essor où la radio débute à peine et le cinéma se met à parler, Christmas grandit entre gangs adverses, violence et pauvreté avec ses rêves et sa gouaille comme planche de salut. L'espoir d'une nouvelle existence s'esquisse lorsqu'il rencontre la belle et riche Ruth, et si à ses côtés Christmas retrouvait la liberté et dans ses bras l'amour. J'en ai entendu plusieurs fois parler de cet auteur, toujours en grand bien, donc j'ai eu envie de découvrir un de ses titres. Je me suis pris celui-là complètement au hasard. Je ne sais pas quand je vais le sortir, à voir ce que ça va donner. Et je me suis pris 2 tomes d'une saga de Giacometti Raven. J'ai donc pris Le Triomphe des Ténèbres qui est le premier tome et aussi la suite qui est La Nuit du Mal. J'étais dans ma lancée, ils étaient tous les deux là, je me suis dit que je vais prendre le 1 et le 2. C'est aux éditions Le Livre de Poche et c'est de la saga du Soleil Noir. Alors on nous dit, en 1938, dans une Europe au bord de l'abîme, une organisation nazie, l'Annernerbe, pille des lieux sacrés à travers le monde. Elle recherche des trésors au pouvoir obscur destinés à établir le règne millénaire du Troisième Reich. Son maître Himmler envoie des SS fouiller un sanctuaire tibétain dans une vallée oubliée de l'Himalaya. Il se rend lui-même en Espagne dans un monastère pour trouver un tableau énigmatique. De quelle puissance ancienne les nazis croient-ils détenir la clé? À l'ombre, Churchill découvre que la guerre contre l'Allemagne sera aussi celle spirituelle de la lumière contre les ténèbres. Tristan, le trafiquant d'art au passé trouble, Erika, une archéologue allemande, Laure, héritière des Cathares. Dans le premier tome de cette saga, l'histoire occulte fait se rencontrer des personnages au destin d'exception avec des acteurs majeurs de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est une saga qui me fait de l'œil depuis un petit moment. Là, je me suis décidée à découvrir cela. J'ai aussi pris ceci en poche, toujours, c'est Les Fabuleuses Femmes du Grand Hôtel aux éditions J'ai lu par Ruth. Alors, Kvarnström Jones. Voilà. Ça nous dit Stockholm 1901. Ottilia est embauchée au Grand Hôtel, l'établissement le plus prestigieux de la ville. La jeune femme quitte sa famille le cœur lourd, mais emplie d'espoir, consciente que ce travail lui offre une chance unique de commencer une nouvelle vie. Mais derrière la façade de luxe se cache une dure réalité. L'hôtel est en difficulté. Pour le redresser, c'est une femme, Wilhelmina Skog, qui est nommée à sa tête, une décision qui fait trembler les fondations de cette vénérable institution. Lorsque le personnel masculin se rebelle, la nouvelle directrice doit s'entourer d'une équipe féminine. Aux premières loges de cette révolution, Ottilia tente de faire sa place dans un monde où se croisent les destins d'humbles servantes et de riches
de riches héritières, leurs secrets et leurs amours, un monde où, pour toutes ces femmes fabuleuses, les rêves semblent désormais à portée de main. Je me suis dit que ça pouvait être sympathique, ce genre de récit historique, donc j'ai eu envie de tenter et alors je me suis pris ceci, une petite BD de Black Sad, parce que je suis à la bourre et il faut que j'avance mon retard. Ça fait un petit moment que je prévois de me l'acheter et à chaque fois je repousse parce que je n'ai pas encore lu les précédents tomes. Je pense que j'ai lu les 4 ou 5 premiers tomes et je dois encore lire le 6 et du coup le 7 qui est celui-ci. Je me le suis pris, comme ça je pouvais un petit peu me lancer et les lire les uns à la suite des autres pour que je sois enfin à jour dans cette série que j'adore. Donc voilà, ça c'était pour mes petits achats. C'est raisonnable, oui et non. Oui, parce que c'est du poche, donc ça va, c'est moins cher. Non, parce que voilà, j'ai assez de livres qui m'attendent. Et en plus, j'en ai reçu plein en cadeau de Noël. Mais que vous dire, j'avais envie, il me faisait de l'œil quand je suis passée en librairie. Donc voilou. Je vais vous laisser pour ce plan-ci. J'espère pouvoir encore revenir vous voir demain ou samedi pour terminer et clôturer ce vlog. Je vais essayer parce que demain c'est travail et samedi ce sera une journée un petit peu chargée. Mais je vais essayer de pouvoir trouver un moment pour revenir vous voir. Donc je vous dis à plus. Je vous retrouve, on est samedi soir et je vous reviens vite fait pour clôturer ce petit vlog parce que voilà, il est temps, surtout si je veux qu'il sorte demain matin à la première heure. J'ai pas lu énormément mais j'ai avancé dans ceci parce que je suis arrivée
à la page 417. Donc j'ai quand même bien avancé. Il y a en tout 630 pages. 630 pages, donc il y a encore de quoi faire, mais ça avance bien. Voilà, il me reste ça à lire. Donc je l'aurai terminé pour la semaine prochaine. Je pourrai du coup vous en parler. Et sinon, j'ai lu un petit quelque chose qui s'est dévoré très vite. C'est ceci, c'est Le vieil homme et son chat se frise les moustaches. C'est chez Casterman, aux éditions Casterman. C'est le 3e tome. J'avais découvert le 1er tome il y a peu. Je vous en avais parlé. J'ai sauté le 2e tome tout simplement parce que je ne comprends pas ce qui se passe vu que c'est une série qui continue à être éditée. Le 10e tome est sorti il y a peu de temps, mais le 2e tome est trouvable nulle part. J'ai cherché un peu partout, il est partout en rupture de stock, donc je comprends pas parce que c'est le seul tome qui a ce souci. Tous les autres sont disponibles sans problème, sont de stock. Il y a juste le 2e pour une raison que j'ignore, qui n'est pas trouvable. Donc au lieu d'attendre Perpète la galette, je me suis dit tant pis, je me suis pris le tome 3 et je l'ai lu. C'est des petits moments tranches de vie, donc c'est pas très grave d'avoir loupé le 2e tome. Ici, je vous montre un petit peu à ce que ça donne à l'intérieur. C'est vraiment choupinou. Je vous avais déjà montré la fois précédente. Il y a des petits chapitres comme ça et ça s'articule toujours sur une année. Donc on a le printemps, l'été, l'automne et on termine par l'hiver. On retrouve ce monsieur, ce vieil homme et son petit chat Tama, son chat roux. On a des petites histoires dans le voisinage. Ici, il y a un nouveau médecin qui arrive, un jeune médecin qui est un peu perturbé par la façon de vivre ici. Les gens vivent des produits de la mer. Lui, il vient de la ville. Il arrive dans un petit village où tous les gens se connaissent. Ils sont un petit peu dans leurs habitudes. Ils aiment pas trop le changement. Ils aiment pas trop les médecins. Et lui, il est un peu paumé là-dedans, mais c'est mignon comme tout. Et évidemment, il y a plein de chats. On a Tama, mais également d'autres chats du quartier. C'est super mignon à suivre et un petit moment très doux, très cosy, vraiment agréable. C'est mignon comme tout. Franchement, c'est une belle découverte. Il y a ceci, regardez, petite patte de chat d'un côté et un petit chapitre qui commence. C'est vraiment adorable. Ça, je pense que c'est la petite série coup de cœur, je pense, de cette année, enfin de l'année 2025, vu que je l'ai découvert en 2025 et que je vais du coup poursuivre en 2026, sans doute acquérir les tomes qui me manquent, tous les tomes jusqu'au 10e, parce que vraiment, j'aime beaucoup. J'avais déjà eu une très bonne impression avec le 1er tome, mais ça s'est vérifié ici avec ce 3e du coup, et si un jour le 2e refait son apparition dans les librairies, eh bien je foncerai. Mais en attendant, je vais continuer et me procurer le tome 4 et ainsi de suite jusqu'au tome 10. Donc voilà, très belle découverte avec celui-ci. C'est tout ce que j'ai eu le temps de lire parce que voilà, il y a eu le travail, il y a eu des activités hier et aujourd'hui, donc pas eu vraiment beaucoup de temps pour tout ça, mais je pense que de toute façon ce petit vlog est assez long comme ça et je vous ai quand même parlé de pas mal de lecture au début, donc ça va, ça équilibre l'un dans l'autre, il y a de quoi voir dans cette vidéo. Donc je vais pas la faire plus longue, je vais vous laisser ici pour pouvoir vous préparer tout cela pour demain matin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse papoter de vos lectures, etc. Des lectures que je vous ai présentées également. Si vous n'avez pas envie de papoter, les petits emojis sont à votre disposition. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes passés. Je vous souhaite un très beau dimanche. Prenez soin de vous, que tout se passe bien et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.